Hey, hey. Bon, salut mon pote, je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux fonctions générateurs en JavaScript. Aujourd'hui, on va approfondir le sujet. Donc si tu as envie de savoir en quoi pourraient t'aider ces fonctions dans ton quotidien de développeur, alors tu es au bon endroit. Roulez! Petit rappel, si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tony Go, je suis développeur et je te souhaite la bienvenue dans Let Me Hack Better. C'est un format dans lequel je reçois un développeur expert dans son domaine qui devient mon mentor et ton mentor le temps d'une session de pair programming. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je t'invite à mettre celle-là en pause et cliquer sur le lien juste ici. Bon, j'en ai marre de parler, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Go! Ce que je te propose... Passer sur le workshop 3. Passe sur le workshop 3, exactement. Yes. Voilà. Donc l'objectif de celui-là, donc de ce workshop-là, ça va être, donc là comme on va le découvrir, donc on va découvrir les fonctions async generator. Okay. Donc en fait c'est la même chose que les générateurs qu'on a vu dans le précédent workshop. C'est le même fonctionnement avec les yell star. La différence c'est qu'on va pouvoir utiliser donc le mot-clé async await. La petite spécificité, c'est qu'effectivement, ces générateurs, puisqu'ils sont asynchrones, vont retourner des promises plutôt qu'une valeur directement résolue. Et c'est pour ça qu'on va notamment voir à ligne 17 l'utilisation d'un for await, qui est une nouvelle fonctionnalité, enfin plutôt récente dans ECMAScript depuis 2019, si j'ai bon souvenir, qui va nous permettre en fait d'itérer sur un itérable asynchrone, donc ce que nous fournit un async generator. Okay. Mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être des tableaux de promise, etc. Typiquement, ça ne vient pas forcément que d'un générateur. Et voilà, donc l'objectif de l'exercice, ça va être de récupérer donc les chemins absolus des fichiers dans un dossier donné, qui est par défaut le current working dir si on ne lui passe rien. Et voilà, je te laisse commencer à voir pour coder la solution. Donc là, tu as un petit cadeau qui est effectivement que dans Node.js, donc soit tu peux utiliser fsredir, donc qui est pour aller lire les dossiers, les fichiers, ou fsopendir qui est la même chose, qu'on va voir un peu après, mais qui est une nouvelle, qui est assez récente dans Node.js. Je pense que si j'ai bon souvenir, c'est peut-être Node 12, fin de Node 12, ou j'ai plus exactement, mais c'est assez récent quand même. Mais voilà, on va en premier temps utiliser fsredir pour aller récupérer donc les infos. fsredir directory. Donc de la location, ouais. Après, Et là, on va utiliser une option de fsredir dans Node.js que peu de personnes connaissent, mais ça va être WeFile type. Quelque chose comme ça, WeFile type. Au moment où tu l'as dit, on a une autocomplétion qui s'affiche, c'est magnifique. Qui sera à true, voilà. Et donc, ce que va nous permettre cette option, c'est plutôt qu'à chaque fois récupérer donc un tableau de string qui vont contenir les liens vers les fichiers, donc le nom des fichiers ou des dossiers, on va récupérer une structure en Node.js qui s'appelle fs.dirent, en fait, c'est une structure donc de Node.js, c'est un peu comme un objet. Et sur cet objet, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir aussi le nom de notre fichier, mais on va pouvoir aussi déclencher des méthodes qui vont nous permettre de savoir isDirectory, isFile, etc., etc., tu vois, tous les types qui peuvent exister. Et donc, du coup, à gauche, qu'on récupère ici, c'est une liste de dirents, en fait, c'est ce qu'on appelle des dirents. C'est des dirents, c'est ça? Yep, exactement. Et oui, c'est vrai que quand je passais ma souris juste au-dessus sur dans mon IDE, il y a marqué justement promise qui renvoie un tableau de dirent. Exactement. Ça, c'est intéressant. De toute façon, toujours regarder la complétion dans l'éditeur qui vous donne des informations super utiles. Et du coup, c'est un tableau de dirents. Du coup, il faut que j'itère sur ces dirents, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, on va faire un for off pour pas... Un for const dirent off. Dirents. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est juste qu'il connaît pas le... Parce qu'il me surligne le truc, mais c'est parce qu'il connaît pas l'orthographe en fait. Il le considère comme une typo. Et donc du coup, on va faire un if dirent.isDirectory.
Fais gaffe parce que tu as mis une complétion, il t'a rajouté ligne 3 en apport automatiquement. Ligne 3, tu vois, tout en haut. Qu'on se le dire. Ça le fait des fois, parce que t'as marqué dire et il s'est dit, ça y est, je vais l'aider, ce jeune homme. Alors attends, si là j'étais ici, du coup, j'imagine que si je fais d'Irene, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un name, je vois dans l'autocomplétion. Ouais, t'as un name, ouais. Mais alors là, l'objectif, ça va être de renvoyer, en fait, de pouvoir repasser comme le workshop numéro 2 en récursif sur ta solution avec le chemin absolu du directory. Parce que donc ce qu'on va voir là juste après, c'est que là où il faut faire attention, c'est que le diren.name, c'est bien le nom du dossier ou du fichier, mais pas le chemin absolu. C'est-à-dire qu'il ne te donnera pas le chemin absolu. Ce qui fait que faut que je concatène. Là, en l'occurrence, ouais, exactement, on va devoir utiliser path.join, qui est une méthode Node.js qui va nous permettre de joindre les chemins tout en prenant en considération de l'OS sur lequel on se trouve, etc. Donc ça, c'est la petite info. Il ne faut jamais concaténer à la main des chemins nous-mêmes parce que vous ne savez pas potentiellement, est-ce que si vous êtes sur Windows, ce sera peut-être des anti-slash au lieu des slash, etc. Donc toujours faire confiance au module path. J'aurais fait un gros concat, moi, si tu me l'avais pas dit comme un neuneu. Ok, c'est bien de le savoir. C'est vrai que j'ai déjà vu utiliser ça parfois, mais ça fait sens en fait. Ok, ça je note bien. Du coup, si c'est un directory, et si ça ne l'est pas, je peux... On retourne le chemin du fichier. Okay, donc je refais un pass join. Exactement, donc potentiellement il faut faire une variable parce qu'on va être amené à la répéter 2 fois. Donc. Pass name, je vais l'appeler. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Oui, tu me diras si t'as une autre idée. J'en ai pas. Dans le feu de l'action, j'en ai pas. Moi, je crois que j'ai mis full diren path. Enfin, j'ai mis un truc aussi avec un peu un manque d'inspi. C'est pas forcément mieux. Tac. Yes. Ok. Bon. Alors... Et en théorie, on a fait notre solution. Ok. Donc là, il y avait le workshop 2. On va faire un coup de clear. On va faire un coup de note workshop 3. Index.js. Boum. Et voilà, et effectivement, on voit que vu qu'on part à la racine de LMHB, on récupère tous les fichiers, tous les noms de fichiers en absolu. Ouais. Et ça part du même principe que le workshop numéro 2, où effectivement, même si on rajoute l'aspect async await, on peut toujours, de manière récursive, aller parcourir nos dossiers, etc. Donc c'est plutôt intuitif. Et si on regarde la solution, d'ailleurs dans la solution, d'ailleurs, bon ça c'est un petit détail, hein, mais tu vois, je yield le path directement parce que en fait je yield même les directories. Bon, c'est un détail, mais ça marchait très bien aussi de le faire dans le else. D'accord. Mais bon, c'est un détail, tu vois. Bon. Mais et voilà, tu vois, on voit que je vais utiliser OpenDir, FS OpenDir. Et la particularité de FS OpenDir, c'est que ça va me permettre de récupérer les dossiers et les fichiers un à un. C'est pour ça que je vais faire derrière un for await. C'est-à-dire que si potentiellement vous avez un répertoire avec 4000 fichiers et dossiers, imaginons, et que vous voulez, vous savez que potentiellement peut-être qu'à partir du 3e, vous allez trouver le fichier qui vous concerne, ça peut être intéressant de faire un OpenDir comme une fonction générateur. Ça va nous permettre d'exploiter un à un chaque dossier et chaque fichier sans avoir potentiellement, si on a 4000, le redir, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va allouer 4000 diren pour les 4000 éléments du dossier. Quoi. Mais est-ce que moi, là, j'aurais pas fait une connerie dans mon code? Parce que mon yield, il était dans un else. Ouais, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change le fait que ici, dans ce code-là, en fait, on va retourner aussi le dossier. Voilà, c'est ça. Mais c'est un petit détail. Enfin, tu vois, c'est pas forcément précisé dans l'exercice en lui-même, donc c'est pas vraiment pris en compte. Quoi. Comme pour le workshop 2, dans les liens, il y aura un TP qui est lié à justement ce petit workshop, cette petite problématique, mais qui va beaucoup plus loin, qui va vous demander d'aller chercher des statistiques sur les fichiers, des extensions, etc. Donc ils sont aussi intéressants pour découvrir Node.js par la même occasion, hein, si les gens n'ont pas l'habitude comme débat, faire du FS, etc. Ça reste quand même une des grandes bases de Node.js. Yes. Très intéressant de découvrir
Ça, et donc le TP va plus loin dans cet aspect-là. Voilà. Et puis il y a article aussi, si nécessaire, ligne 23, on voit que ce soit dans les liens, voilà, où je l'avais remis dans le workshop, dans la solution, pour le for await, il y a un article de Rochemayer excellent Duality, qui parle du for await. C'est une source, je crois que j'ai déjà vu. C'est Axel Rochemayer, c'est le blog de Axel. Ok. Exactement. Du coup, n'hésitez pas les gars, hein, si vous nous regardez, un genre de référence à avoir. Yep. Alors, si je regarde bien, on a fait le workshop 1, 2, 3, l'intro. Je crois qu'on arrive au fameux workshop 4. Alors, je te laisse aller dans workshop 4, introduction. Alors, jusqu'à maintenant, donc, je vais vous présenter le code juste après, mais jusqu'à maintenant, on a vu donc des générateurs qui nous ont permis de renvoyer de la data. Ça veut dire que en fait, ce qu'on va voir ici, c'est que notre générateur, plutôt que renvoyer de la data, il va en consommer. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer de la data et il va utiliser cette data donc, pour effectuer des actions. Donc là, vraiment, on a une différence capitale dans l'utilisation. Donc, on utilise une petite fonction ici qui s'appelle coroutine, qui est présent aussi dans le blog d'Axel Rochemayer. Alors, coroutine, c'est une simple petite méthode. Si tu vas dans utils pour montrer aux gens coroutine. Tout ce que fait coroutine, c'est nous permettre d'exécuter une fois next, puisque la première exécution de next, dans ce cas précis, ne sert à rien, puisque ça va initialiser la fonction et la faire aller jusqu'à notre yield. Donc le premier next ne sert jamais à rien, on ne peut jamais envoyer de data dans un next, donc la fonction coroutine nous permet simplement d'économiser ce next. C'est-à-dire que si on n'utilisait pas coroutine, il faudrait qu'à l'initialisation, on appelle une fois next. Okay. Exactement. Donc ça ne sert qu'à ça, c'est juste voilà un petit... pour nous économiser, si tu veux, la répétition d'un next qui ne sert à rien et qui est potentiellement qui perturbe plus qu'autre chose aussi, parce qu'on se dit pourquoi lui il a rien dedans, c'est un peu bizarre, okay. Etc. Donc si on revient dans introduction, ce qu'on voit c'est que j'ai un code qui boucle à l'infini et j'assigne donc une variable data qui est égale à yield. Donc le yield, comme on l'avait vu dans l'introduction, il va mettre en pause la fonction, mais ici il va aller récupérer la valeur qu'on va lui donner. Donc on change vraiment radicalement de ce qu'on a vu avant, tu vois. Et là, on récupère une donnée. Cette donnée, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va loguer data, une en-tête, avec la donnée qu'on aura envoyée. Okay. Et on verra ensuite le try finally, le finally qui va nous permettre, quand on arrête l'itérateur, donc on utilise la méthode return ou potentiellement throw, aussi être chaud, pour envoyer une erreur, parce qu'on peut déclencher une erreur, ça va déclencher notre finally. Potentiellement, si on veut tout couper proprement, etc. Parce que forcément, tu vois, sinon on aurait des problématiques pour libérer des ressources existantes, etc. quoi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que voilà, je vais initialiser donc ma coroutine exemple et je vais envoyer le message boo et le message hello world avant de clôturer mon itérateur. Là, je te laisse exécuter pour voir, ce que ça fait. En fait. Okay. Exactement. Donc boo va aller ici à la première exécution, ça va loguer boo et donc la méthode va se remettre en pause puisqu'elle va revenir au début, donc elle va revenir sur le yield, elle va charger hello world et ainsi de suite quoi. Mais potentiellement ça peut tourner à l'infini, on peut utiliser cette fonction à l'infini quoi. Ok, ouais. Ça fait data boo. Voilà, data boo hello world. Mais on pourrait typiquement imaginer un code qui fonctionne à l'infini, qui ne s'arrête jamais, puisqu'on est dans une boucle true. À partir du moment où on ne l'arrête jamais, voilà, elle fera sa vie. Yes, ok. Exactement. Intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est donc là on est carrément sur les cas de push, c'est ça. Alors qu'avant on était sur les cas de pull, par rapport à ce que tu disais en intro. Exactement, ouais. Okay. C'est exactement ça. Tu comprends tout. Et c'est le même. En fait, c'est plus ou moins le même principe que quand tu l'entends pour des streams. En fait, on t'entendra souvent dans les streams parler de push et de pull, ou potentiellement de duplex, c'est-à-dire en fait, ils vont cumuler, les streams généralement vont cumuler les deux avantages. Ils vont être capables de le faire. Ils vont être capables de pull et de push à la fois. Ça va dépendre de ton besoin, de l'action, etc.
Ce qui va faire aussi que potentiellement des streams sont un peu plus compliqués à l'utilisation ou peuvent devenir plus compliqués. C'est pas lié à la notion de writable stream, readable stream. Justement, je veux dire s'il y en a un qui est que pour l'écriture, que pour la lecture. Si, bah justement, ça va être énormément en lien, mais il y aura d'autres types de stream. Après, il n'y a pas que readable et writable, mais effectivement, ça va être beaucoup en lien avec la différente nature de stream que tu vas utiliser, quoi. Parce que forcément, comment tu vas consommer la data ou comment, bah justement, est-ce que c'est toi qui la demande ou est-ce qu'elle est envoyée? Donc, tu vois, ça va vraiment changer. Est-ce que toi, tu subis la data, ça risque qu'on te donne pas le choix, ou est-ce que c'est toi qui choisis en fait de récupérer la donnée, tu vois? Et ça va, bah, potentiellement, ça a des impacts assez violents sur comment tu gères la mémoire, comment tu gères le process de ton code, etc. Et ce qui pourra probablement t'amener, au cas des streams, à des sujets comme les back pressure, etc., qui est bah, potentiellement à un moment tu reçois trop de data et tu pourrais tomber dans un cas où tu arrives à la limite de ta mémoire, quoi. Forcément. Voilà. Bon, ça après c'est des sujets plus complexes. Donc je rentre dans l'index. Exactement. Ok. Donc là, l'objectif de ce workshop numéro 4, on va découvrir le code au fur et à mesure. Donc tu vas devoir coder ta solution ici. On va avoir donc ici une core qui va s'occuper d'aller compter les lignes. Donc typiquement qui va faire 0, 2 petits points, une ligne, 1, 2 petits points, une ligne, etc. à l'infini. Potentiellement, tant qu'on ne l'arrête pas, c'est à l'infini. Ça va continuer de s'incrémenter du coup. Et donc l'objectif, c'est qu'on va donc déclarer notre observer qui va être notre solution, à qui on passera donc notre générateur line counter, puisqu'on l'initialise ici, donc qui va se retrouver là, un peu plus haut. Et on va utiliser donc pipeline, qui est une petite méthode que j'ai faite, qui permet simplement en fait de combiner donc notre stream, qui va aller lire donc le fichier workshop input.txt avec notre observer. Donc ce qui va se passer, c'est que le stream, à chaque chunk qu'on va le lire, il va appeler notre observer avec la méthode next, tu vois. Comme on a vu tout à l'heure, tu vois, où on appelait next avec du texte. Ce qu'il va faire, c'est que là, il va appeler next avec du coup chaque chunk à chaque fois qu'il lui, potentiellement le fichier. Le yield que je vais récupérer ici contraindra mon chunk. Exactement. Donc l'objectif, ça va être de créer un code qui va récupérer chaque chunk et le séparer par nouvelle ligne. J'essaie de dire que déjà on peut mettre le chunk ici. Je sais pas comment ça s'écrit chunk. Non, c'est comme ça, oui, je pense. C'est comme ça. Donc je vais faire un. Ouais, je fais une bêtise déjà. Non. Ce qui est important déjà de base, c'est de se dire, faut que tu sois dans une boucle infinie. Faut que tu sois dans un while true, parce que sinon là, tu ne le récupéreras qu'une seule fois. Ton chunk. Oui, au moment où la coroutine va faire le premier next, ou c'est ça, ouais. Exactement. En fait, c'est à chaque fois que tu fais un next, elle va revenir au début sur ton yield pour récupérer le chunk qui arrivera plus tard. Donc c'est toujours important d'être dans cette logique, même si ça peut être contre-intuitif, d'être dans une boucle infinie, tu vois. Parce que c'est vrai que pour certains, on peut se dire, ah ouais, donc on quittera jamais la boucle et tout, tu vois, c'est un peu... Alors qu'en fait, quand on est dans un générateur, c'est infini ça pourrait être infini par nature, tant que de toute façon on appelle next, oui, ce sera infini, mais si on se décide de s'arrêter, ça s'arrêtera, en fait. Exactement, tu vois, et c'est vrai que ça peut, au début, quand on n'a pas l'habitude, tu vois, genre ça peut nous stresser un petit peu, mais en fait, bah, ça prend tout son sens de se dire, bah oui, la méthode s'arrête à chaque fois sur le yield, donc tant qu'on n'exécute pas notre next, en fait, la boucle ne s'exécute plus, quoi. Je vais faire un yield, ok. Donc là, alors petit détail, effectivement, puisque là tu récupères ton buffer actuel, mais ce qui va être important, c'est d'avoir donc un tampon à traiter. Donc potentiellement, ce que tu veux faire, c'est ajouter à une variable existante la valeur de ton buffer. Donc en fait, il te faut let line ou un dump n'importe quoi, tu vois, mais voilà, on va dire que line, ça nous convient pour le moment.
Et donc là, ce qu'on veut faire, bah, potentiellement, c'est line plus égal yield, du coup. Donc là, pareil, petit détail après, c'est que quand tu fais un plus égal, le yield, normalement, c'est un buffer, mais vu qu'on fait un plus égal sur une string, ça transforme notre buffer en string automatiquement. Petit détail à savoir, voilà. Et donc maintenant, j'ai rajouté ma ligne. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque ligne, on print la ligne, c'est ça? Ou on veut... on la renvoie dans line counter. Jusqu'à ce qu'on ait un end of line, en fait. Ouais, potentiellement. Enfin, jusqu'à ce que notre stream s'arrête, en fait. Le stream... donc là, il nous faudra aussi un try finally, potentiellement, dans la solution. Puisqu'il y a un moment donné, le stream, en fait, lui, quand il s'arrête, c'est lui qui va déclencher pour toi le return. C'est d'ailleurs quelque chose que tu peux voir, si tu veux, dans Utils. Tu pourras toujours aller voir comment la fonction pipeline fonctionne. Tout ce qui est fait, c'est de prendre ton stream, t'envoyer chaque buffer. Donc, tu vois, elle fait un for await sur le stream, elle t'envoie chaque buffer. Et à la fin, donc quand le stream a été traité, tout ce qui est en finali, ce qu'il fait, c'est... Donc s'il y a une erreur même, parce que s'il y a une erreur trop, il va quand même appeler... Du coup, finali sera quand même appelé, hein, c'est la particularité. Il va retourner, quoi qu'il se passe, ton générateur. Ce qui veut dire que ici, je ferai un try de la boucle avec un finally à la fin. Exact. Et tu sauras que tu auras forcément un traitement finally là, avec un bloc. Un build de la dernière valeur de line, c'est ça? Ou même pas? Là, ce que tu feras, c'est que si line est alors laisse-moi te dire que je te dise pas de bêtises. Là, si line len est supérieur à 0, on a mis quelque chose dedans, comme dans le premier exemple. Qui n'est pas vide, voilà. Exactement. Si elle n'est pas vide, en fait, hein, pour être concret, quoi. Mais voilà, on peut exploiter la lenge. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Hop. Ouais, carrément. Ouais, je suis moins fan, moi. Mais... T'es plus sur un line. moi, je suis plus sur un supérieur ou voilà. Et dans ce cas-là, tu fais pas un yield justement, puisque tu renvoies pas, puisque là ton générateur il l'exploite. En fait, là à qui tu dois renvoyer, c'est à line counter que tu récupères en paramètre. Donc là, tu fais line counter.next de ta line. Ok. Puisque là, dans ce cas-ci, bah, c'est le sens, on n'exploite pas la donnée du même sens, donc tu vois, genre là, c'est nous qui envoyons les données, tu vois. Et on ne reçoit pas de données. Et là, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que line counter, il faut que tu le return aussi toi-même, puisque sinon, line counter ne sera jamais return. Donc après ton if, tu vas devoir écrire line counter.return. Parce qu'au cas où, si tu as une erreur ou quoi que ce soit dans ton try, que tu t'assures que line counter soit bien clos correctement. Coup, je suis un objet, je n'ai pas besoin de passer quoi que ce soit dans... Non, tu passes rien du tout. Là, tu t'assures simplement que quoi qu'il se passe, que ce soit une erreur ou que tout soit correctement terminé, ton line counter va être terminé. Et qu'on l'utilisera plus jamais, quoi, du coup. Ok. Alors, exactement. Et juste... après, dans ton while, voilà, ouais. Là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est petit code tricky, mais que tu arrives à splitter tes lignes par anti-slash-n. Attends. Comment on pourrait faire? Un split, c'est peut-être un peu dégueulasse. Ouais, non, ce que tu peux faire, c'est faire ce que moi je fais, c'est un while et j'utilise en fait la méthode indexOf. Pour savoir si elle y est ou pas. Exactement, ce qui me permet de savoir while, ce qui me permet de savoir en fait, est-ce que j'ai l'index anti/n? Si c'est le cas, j'assigne mon index à une variable qu'on va définir. Et c'est un while de. Et voilà. Bah là, potentiellement, en fait, il faut que tu déclares une variable avant. Donc, typiquement, genre let index, voilà, par exemple, imaginons. Non, pas de valeur. Tu peux juste simplement la déclarer, voilà. Là, tu fais ton while. La petite technique, c'est de faire une double parenthèse.
voilà, et de faire index égale c'est dans cet index-là que tu vas faire ton assignation en fait. Exactement, égale line.indexOf de k end of line, là, voilà, notre symbole, enfin notre constante qui est anti/n. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans ton while, c'est que tu veux vérifier est-ce que l'assignation que tu as fait, elle est supérieure ou égale à 0. S'il n'y a pas de line, c'est qu'on peut continuer à prendre. Si j'en ai eu une, c'est qu'à ce moment-là, line counter doit être appelé. En fait, voilà. Et ici, en fait, tu as besoin c'est ça que tu voulais dire. Ok. Moi, j'allais faire à l'intérieur. Exactement. Okay. Attends, donc là, dans l'index, du coup, je vais avoir quoi? Tu vas avoir, du coup, l'index de ton symbole anti/n. Je vais pas avoir un booléen, du coup. Non, c'est-à-dire que là, index, quoi qu'il se passe dans ta boucle, il est égal à la position dans la string que tu récupères de ton anti/n. Tu continues tant que ça, c'est pas supérieur à 0. Oui, d'accord, j'avais pas vu où était bien la parenthèse. Exactement. Okay. Et en fait, ce qu'on vérifie dans la condition, c'est l'index qu'on a récupéré. Sachant qu'il faut forcément qu'il soit supérieur ou égal à 0, parce que si tu as reçu 0 ou potentiellement des -1 ou des trucs comme ça, tu veux ne surtout pas exécuter ta boucle while. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, du coup, c'est de faire un line counter.next. En lui passant la valeur. Ouais, line, ça contre c'est lié. Ça va pas du tout. Ouais. C'est ta petite fatigue. Que je dise pas de bêtises. Un split ou quelque chose comme ça. Un slice, ça va être un line slice. De index. De 0. Non, de 0 à index. Donc de la position 0 de la string à ton anti/n, tu vas le retourner dans ton line counter. Le reste. Et après, il faut que tu redéfinisses line. Ouais. Line, il est égal à line slice, je vais arriver, de index plus 1. Puisque là, tu veux récupérer en fait le caractère qui est juste après jusqu'à la anti/n. Exactement. Et potentiellement, si tu as encore des anti/n, il va continuer à boucler en récupérant tous les anti/n. Ou s'il n'en a pas, il gardera en tampon dans line qui viendra récupérer à la prochaine itération de la boucle en faisant line plus égal le yield, etc. quoi. C'est après, tout le truc prend forme. Quoi. Okay. Et là, en théorie, encore une fois, en espérant qu'on est bon. Ce qu'on a fait, on a récupéré notre stream ici dans line. Ensuite, on a regardé s'il y avait le chunk. Pour être précis. On a regardé dans ce chunk s'il y avait un /n qu'on avait défini dans une const. Exactement. Et tant qu'en fait cet index existe, c'est-à-dire que dans notre chunk il y a quelque chose, on va essayer d'aller chercher tous ces chunks là et de les rebalancer dans line counter. Typiquement, en fait, ligne par ligne, en fait, on récupère ligne par ligne dans le fichier, enfin dans notre chunk en tout cas, dans le chunk qu'on possède à disposition, et on le renvoie dans notre générateur qui est line counter, qui est ici. Donc en fait, ce qu'on envoie dans next arrive au niveau du YEL qui est ici, quoi. Okay. Ligne 34, voilà. Et enfin. Et puis à chaque fois du coup on renvoie du coup une partie une ligne et ensuite on met le reste dans la line et ainsi de suite jusqu'à ce que en fait jusqu'à ce que le stream soit returné, qu'on arrive dans finally et que potentiellement s'il reste quelque chose, on renvoie le restant de la dernière ligne, parce qu'il est possible que dans la dernière ligne il n'y ait pas du tout d'anti/n, tu vois, puisque du coup exactement. Et il n'y a pas de ligne en plus en dessous comme des fois on fait, tu vois, dans les éditeurs config, etc. Donc ça arrive, tu vois. Donc là on renvoie tout le restant comme étant la dernière ligne et on coupe notre générateur qui est line counter, quoi, pour être sûr qu'il reste pas vivant quelque part à nous faire je ne sais quoi. Notre solution, elle prenait une fonction générateur en paramètres, c'est ça, au travers d'une coroutine, ce qui est un peu transparent pour nous, ce qui fait le premier next. Et yep. Si là on s'était dit qu'on se retrouvait pas avec une fonction générateur en paramètres, mais une fonction classique
je sais pas moi, qui fait juste un log, on aura presque géré de la même façon, sauf qu'on n'aurait pas eu à fermer à la fin notre truc et tout. Mais au niveau de la découpe, ça aurait Exactement. Ouais. Exactement. Après, pour ce type de générateur-là, j'ai pas beaucoup de cas d'usage encore très concrets. Un des cas d'usage qui est possible, c'est par exemple remplacer des observeurs. Il y a quelqu'un sur le net qui a fait des structures de type observable. Il y a moyen avec ces générateurs-là de les remplacer. Alors fais attention de te mettre dans le dossier, sinon tu vas avoir un souci avec le fichier workshop input. Sachant quoi, il est pas cherché au niveau du dir name, donc. Boom. Et voilà, on voit que là, ça nous fait en fait ce que ce que ça doit faire, hein, donc d'afficher 0, 1, 2, 3, 4 avec le contenu de chaque ligne. Encore une fois, la magie là-dedans, c'est que tout est fait, tout est affiché au fur et à mesure. On pourrait avoir un fichier de 10 000 lignes, on pourrait traiter par petits chunks au niveau du stream et ça fonctionnerait parfaitement, quoi, de manière complètement asynchrone / lazy, comme certains disent. Et on pourrait s'arrêter à tout moment, c'est-à-dire qu'on pourrait arrêter de lire le fichier, faire quelque chose entre deux, reprendre, tu vois, etc., etc. Ou le faire peut-être à une cadence raisonnable, parce que des fois on sait que ça bug un petit peu quand tu veux faire, tu console log 80 000 trucs. Imaginons tu veux faire un programme où tu vérifies ligne par ligne, par exemple, ton fichier. Là, typiquement, tu pourrais utiliser donc Observer plutôt que, puisque là, il nous affiche tout d'un coup, mais tu pourrais aussi choisir de faire ton programme pour n'envoyer que chunk par chunk ou ligne par ligne et faire un programme, tu vois, qui dit appuyer sur telle touche pour afficher la ligne suivante, etc. Dans un système où tu sais que tu peux pas trop envoyer le pâté, dire je vais aller chercher un bout toutes les temps de secondes, y aller en mode tranquille pour pas brusquer le truc. Exactement. J'imagine que dans certains systèmes, tu peux avoir des contraintes de ce type-là. Il y a un truc, du coup, avant que peut-être de conclure sur les générateurs, c'est cette différence entre eager et lazy. Est-ce que tu vas en parler rapido? Ouais. Je pense que ça peut intéresser. Exactement, ouais. C'est vrai que moi, c'est pareil, j'en parle souvent, mais c'est toujours compliqué d'expliquer ultra simplement sans forcément avoir de schéma ou de faire un workshop bien précis sur le sujet, parce que c'est toujours mieux d'avoir du code sous les yeux pour comprendre le principe. Mais quand on parle donc de Jaeger, ça va être vraiment la notion d'un code qui s'exécute à l'instant T. Par exemple, une fonction JavaScript normale, quand tu l'exécutes en JavaScript, elle s'exécute quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'elle va bloquer l'event loop jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Tu ne pourras jamais la mettre en pause, etc. Et donc, elle va t'impacter. À partir du moment où tu vas l'appeler, elle va t'impacter. Là où on va parler de lazy, on va vraiment avoir la notion de l'impact, il va être décalé. Généralement, d'ailleurs, quand tu exécutes quelque chose de lazy, son code ne s'exécute pas tout de suite ou s'exécute à la demande, à ta demande de façon manière X ou Y, comme on le voit ici avec les générateurs. C'est-à-dire que tu vas un code où tu vas vraiment l'exécution va prendre place à travers le temps. Et donc lazy, ça va être vraiment cette image de tu vas pouvoir gérer les choses à travers le temps, mais c'est pas tout de suite, quoi. L'exécution sera pas tout de suite. Un bon exemple de par exemple Jaeger versus lazy, ça va être les promises. Par exemple, quand tu déclares une promise, elle s'exécutera instantanément. Ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup les développeurs. Vous faites, je ne sais pas, par exemple, que ce soit un new promise ou une fonction async, si vous mettez des console log de temps, ça n'a aucun await, et votre fonction, elle est purement synchrone. En fait, vous avez beau mettre un mot-clé async ou quoi que ce soit, son exécution est synchrone. Ce sera sa résolution qui sera lazy, puisqu'elle sera, en fait, quand tu sors d'une fonction async, c'est la micro-task qui va gérer sa résolution, et donc forcément dans l'event loop, ce n'est pas tout de suite, donc sa résolution est lazy. Mais par contre, son exécution, ça, beaucoup de développeurs font l'erreur. Pas typiquement, genre quand tu veux faire une action de plusieurs trucs en même temps et tu dis ah mince, ça s'est déjà exécuté. Ça t'arrive à un moment donné, ça t'arrive en tant que développeur JavaScript, quand tu commences à te brûler les doigts avec les promises, tu te dis ah merde, je comprends pas, tout s'est exécuté, j'ai même pas commencé, et tu fais oui en fait, parce que tout est synchrone, et potentiellement ce que tu veux faire, c'est les déclencher soit quand tu le souhaites, ne surtout pas exécuter le code que contient ces fonctions, donc tu vas faire une fonction intermédiaire pour la déclencher toi-même plus tard, généralement c'est la solution que les gens font, ou tu vas faire appel à des structures qui sont lazy,
Donc soit potentiellement un générateur, soit aussi bah, on voit les observables. Les observables, quand tu déclares un observable, le contenu de son code ne s'exécute pas maintenant. Il s'exécutera soit quand tu déclencheras un next ou des choses ça comme ça, ressemble, c'est le même principe. Hein, ça se ressemble très fortement, tu vois. Et ce sera la même chose pour un stream, etc. Et ton code sera lazy à partir du moment où tu pars du principe que tu ne l'exécutes pas sur l'instant T. C'est-à-dire que ça peut arriver aussi si par exemple en Node.js, bah, tu utilises un set immediate ou un process next tick pour déléguer l'exécution un tick plus tard pour des raisons qui peuvent avoir beaucoup de cohérence quand tu fais de la gestion asynchrone et tout. Bon, après, ça rentre dans des choses qui sont assez velues et de haut niveau en Node.js quand même assez. En Node.js ou même en JavaScript tout court, hein, ça même principe côté front. Mais ça commence à devenir très important, notamment quand tu veux faire de la performance ou des choses bien spécifiques. Et bah, tu vas commencer à rencontrer ce genre de petits cas-là où c'est là que tu te dis « Ah, ça servait à ça !» Mais après, effectivement, pour mieux les comprendre et les visualiser, ces sujets-là, vaut mieux avoir des graphiques, voir en workshop les codes, etc. Notamment de l'event loop aussi, tu vois, avec l'event loop en Node.js, c'est bien de dire, ah bah tu vois, ça sera exécuté à tel moment, donc en fait, ça s'exécute pas tout de suite, et de comprendre quels sont les impacts, qu'est-ce que ça va amener éventuellement, des avantages, etc. Bah, c'est hyper cool. Je sais pas si tu vas rajouter un truc sur les générateurs, j'ai l'impression qu'on a déjà dit pas mal de choses. Effectivement. Non, bah, ce que je pourrais dire, effectivement, pour les conclusions et tout, bon, bah, déjà, c'est que on a essayé de faire un premier travail de vulgarisation en français et on a amené quelque chose, tu vois, mais c'est pas pour autant qu'on a tout couvert. Donc, je recommande fortement aux gens d'aller lire les liens qu'on leur donnera qui sont donc principalement d'Axel Rochemayer. Ils peuvent aller chercher autre chose, mais en tout cas, c'est lui qui a fait le travail le plus complet, le plus sérieux sur le sujet. Donc, c'est bien aussi d'aller approfondir sur ces aspects-là. Parce que nous, on n'a pas non plus tout présenté, tu vois, donc voilà, il ne faut pas s'arrêter en bon chemin. Merci pour tout ce temps, je vais vous mettre tous les liens que Thomas il a donnés, on va mettre aussi le repo sur GitHub bien évidemment, et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne. Merci Thomas, ciao ciao. Un gros merci à Thomas pour tout le travail qu'il a fait, la préparation du workshop, il a joué le jeu à fond, et je me rends compte que si cette émission elle est de qualité, c'est grâce notamment au travail des développeurs que je peux inviter à chaque fois. Du coup, je mets tous les liens dans la description, celui du GitHub, ainsi que le lien de la communauté Discord dont on t'a parlé. Si après tout ça, t'as encore des questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai dès que possible. Si t'as apprécié ce format, que t'as appris des trucs et que t'aimerais que ça continue, alors je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Ça te donnera de la force à la chaîne. Du coup, si toi, t'as une idée du thème qu'on pourra aborder dans le prochain Let Me Hack Better, alors je t'invite à me dire dans les commentaires ou à venir me parler sur Twitter ou sur Instagram, il n'y a aucun souci. Si le sujet fait l'unanimité, je me débrouillerai pour trouver le bon mentor pour qu'on puisse monter en compétence sur ce sujet-là tous ensemble. Voilà. Je commence à fatiguer. Bon, allez, bisous les loulous.